Bonjour à tous, nouveau podcast et avec un entraîneur de choc. À quelques mois des Jeux de Paris 2024, le coach le plus titré de l'équipe de France d'aviron, Alexis Besançon. On va essayer de percer la méthode Besançon. Bonjour Alexis. Bonjour tous les deux. Et oui, car nous sommes trois dans ce podcast. Fabrice Petit, journaliste pour Magaviron, est à mes côtés pour réaliser cette interview. Salut Fabrice. Salut Thomas, bonjour à tous. Ravi de partager ce podcast avec toi Fabrizio. Une interview que tu as menée dans le Jura. En avant. Allez, bien les pelles qui vont vers l'eau. Attention au départ. Une omelette au cèpe, c'était formidable. Coup de pelle, le podcast du Magaviron. Je les ai au doigt mes ampoules, mais pas dans la paume de main. Allez JC, allez Michel. Et la France va devenir championne olympique. Stop au départ. On relance. Présenté par Thomas Pronguet. Puis après aux Jeux Olympiques, j'avais offert un Pulse. C'est tout bête, mais... Et on commence ce podcast avec notre petit portrait, comme d'habitude. Catégorie Autoportrait. C'est parti. Alexis Besançon, du coup, tu viens de quelle région? D'où es-tu originaire? Donc moi j'habite la Franche-Comté, plus précisément le Jura. J'habite Lons-le-Saunier. Je suis originaire du Jura, on va dire, depuis l'enfance. Je suis né en Savoie, mais je suis originaire du Jura. Et on va le voir, ma patrie d'adoption. D'accord. Tu as fait quoi comme étude, on va dire, comme cursus? Déjà, on va parler niveau scolaire, universitaire, et puis des sports que tu pratiquais quand tu étais jeune. Ouais. Donc en fait, moi je voulais être prof d'histoire géo à la base. Donc côté sportif, en fait, je touchais un petit peu à tout. J'avais été en club en judo, en club en rugby, et puis je pratiquais rugby à l'AS. Voilà, pas mal de sports d'endurance à côté de ça parce que mes parents habitaient dans un petit trou paumé du Jura. Et donc pas de mobilette, donc tout à vélo pour aller voir tout le monde. Et donc prédilection quand même pour la nature et les sports d'endurance. Et ma petite enfance, je l'avais passée dans le Haut-Jura, à la Joux plus précisément, où mon père était fromager. Et donc par rapport à ça, une appétence aussi pour le ski, plus particulièrement pour le ski de fond. Et ça a laissé quelques traces d'ailleurs. Donc j'ai fait en fait moi mon lycée à Lons-le-Saunier jusqu'en première. En me destinant à être prof d'histoire géo. Et puis en première, en fait, j'ai un camarade de classe, enfin en seconde, en seconde tout à fait, je rencontre Charles, qui vient de Châteauroux, dont le père a été nommé à la gendarmerie, lieutenant-colonel de Lons. Et tous les jours, il me parle d'aviron. Parce que c'est un sport fantastique, si tu pouvais essayer. Et le plus proche club d'aviron qu'on a, c'est Dole, en l'occurrence, qui est à 1h15 de chez moi. Et puis, il m'emmène découvrir ce sport-là à la fin de la seconde, je me souviens, au printemps, ça devait être le mois de juin. Et là, pour moi, révélation. Révélation parce que sport d'endurance, sport de glisse, je retrouvais plein de choses, de la combativité, de la persévérance, bref, des choses qui m'attiraient beaucoup. Je sortais du rugby, donc avec vraiment un aspect aussi, on va dire, de rapport à la douleur très particulier. Et donc tout de suite, ça a matché, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc dès la première, en fait, je révise mes plans. Je me dis, je vais être prof, c'est sûr, mais je vais être prof de PS du coup, parce que là, je découvre un sport, il y en a peut-être d'autres qui vont me plaire tout autant que ceux-là. Et en tout cas, j'ai envie de faire profiter à d'autres ça. Claude Jacquier, qui est responsable de la promo entraîneur, me repère. Et le DTN de l'époque, Yannick Le Sceau, me repère aussi. Et la proposition qui m'est faite, en fait, c'est de me dire, en fait, j'obtiens le concours, tu es prof de PS, mais nous, tu nous intéresses. Donc, on peut en fait faire en sorte que tu sois détaché de l'éducation nationale au ministère des Sports et donc à la fédération. Donc forcément, ça m'intéresse parce que je me dis de toute façon, je pourrais redevenir prof de PS et puis cette voie qui s'ouvre à moi, elle me plaît, forcément. Et du coup, je dois quand même faire ma première année à Argenteuil, comme tout prof de PS fraîchement nommé, direction la région parisienne. Finalement, j'aurais enseigné avec la titularisation que 2 ans. Et puis depuis 2001, je suis à la fédération d'aviron. J'ai fait 4 ans en Bourgogne en tant que CTR. Puis après 4 ans au service formation, sur les formations d'État et les formations fédérales, auprès de la fédération. Et puis pendant tout ce cursus-là, en fait, je commence à entraîner dès la première année avec Claude Jacquier, qui est chef d'équipe, sur la Coupe de la Jeunesse, qui est la plus petite équipe nationale qu'on ait en France. Donc je fais mes armes au plus petit niveau. Donc c'est là que je commence à entraîner. Et en région Bourgogne aussi, évidemment, avec l'animation de l'équipe
de l'équipe technique régionale et du collectif de la Coupe de France. Mais c'est là vraiment que je fais mes premières armes. Puis après, je prends la responsabilité de la Coupe de France. Après, on me demande d'entraîner chez les Espoirs, chez les moins de 23. Et puis, en 2009, Jean-Raymond Pelletier, qui est directeur des équipes de France, me demande d'intégrer le staff de préparation olympique. Voilà, le parcours. Donc en fait, tu n'es jamais passé par la case entraîneur de club? Je suis jamais passé par la case entraîneur de club. Donc je filais des coups de main au club plutôt sur la programmation. Mais du coup, non, parce que je suis passé par la case éducation, en fait. Voilà, directement la case éducation nationale, fédération. Oui, tout à fait. Pas d'intermédiaire. Tu n'as pas été prof de sport, prof de PS, puis en même temps entraîneur de... Non. D'accord. Okay. Donc je pratiquais encore à cette époque-là. Voilà, avec un petit niveau national, encore une fois, au bateau court, entre, on va dire, la 7e et la 12e place, régulièrement chez les poids légers. Voilà. Tu as eu des médailles là en bateau long ou en tant que pratiquant, jamais. Non, jamais. Jamais médaillé en tant que pratiquant. Non. D'accord. Non, si, sur des championnats de zone sprint, en skiff par exemple. Voilà. D'accord. Ça m'est déjà arrivé, mais voilà. Médaille d'or, médaille d'argent, de bronze Je gagne les zones cette année-là, ouais. Mais après, aux France, c'était une autre histoire. Mais par contre, une pratique en Coupe de France, on doit faire 4e une année avec la Franche-Comté en 4 de coupe, ce qui est assez exceptionnel pour une petite ligue comme c'était à l'époque. Voilà, et puis, mais suffisamment d'expérience pour toucher du doigt la pratique. Ouais. Est-ce qu'il y a des entraîneurs, des personnalités qui t'ont marqué au début de ta carrière et dont tu te serais inspiré? Ou des athlètes? J'ai envie de dire, j'ai un parcours tellement éclectique que beaucoup de personnes m'ont inspiré. Je pars du principe que la meilleure manière de progresser, c'est de creuser son propre sillon. Donc ce serait difficile de nommer quelqu'un. J'ai parlé de Claudie parce qu'effectivement, il était là au début. C'est lui qui m'a repéré. C'est avec lui que j'ai travaillé en premier sur la Coupe de la Jeunesse. Mais très vite après, forcément, de toute façon, tous les collègues avec qui j'ai pu travailler sont des sources forcément d'inspiration ou de progrès. Donc Jean-Raymond Pelletier à l'époque entraînait le double avec Adrien Hardy. Après, je suis passé de Dole à Chalon puisque j'ai été nommé là-bas. Et donc c'est l'époque où il y avait Fabrice, Adrien, Sidney, Chouraki, on s'entraînait ensemble. Donc c'était ce petit groupe-là aussi qui m'a forgé complètement, quoi. Est-ce que tu as continué à ramer quand même Oui, au tout début, jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001. Et effectivement, on s'entraînait ensemble. D'accord. Pour toi, quelles sont les qualités pour être un bon entraîneur en club, mais aussi comme toi en équipe de France? En fait, je pense que... Alors déjà, moi, ce qui m'anime dans le rôle d'entraîneur, avant tout, c'est de permettre à quelqu'un d'autre, de permettre aux athlètes ou à un élève de donner la pleine mesure de son potentiel, en tout cas de progresser. Moi, c'est ce qui m'a animé, c'est pour ça que je voulais être prof de PS. Et c'est ce qui m'a toujours animé dans ma carrière d'entraîneur. Donc je pense que dès qu'on a cette flamme-là, cette envie-là, de ça, tout découle. C'est-à-dire, de ça, il y a une certaine posture qui découle. Dans l'écoute, dans la co-construction, dans aller chercher tous les boutons sur lesquels on peut appuyer pour que la personne en face de soi s'épanouisse complètement et progresse complètement. Ça, pour moi, c'est vraiment déjà la priorité. Je pense que pour être un bon entraîneur, en tout cas, c'est quelque chose qui me semble être un bon moteur pour ça. La deuxième chose, c'est que forcément, on est porteur de valeurs. Et en plus, les athlètes qu'on entraîne portent ces valeurs-là. Et la deuxième qualité pour moi, pour un entraîneur, c'est d'être capable de porter ces valeurs. Donc on n'est pas forcément obligé d'être un sportif de haut niveau et d'avoir incarné ces valeurs-là aux Jeux Olympiques, mais on peut tout aussi bien les incarner par la rigueur du travail, par la persévérance qu'on met au travail, par le dépassement de soi. Et puis pour moi, c'est vrai que ça se traduisait aussi par le passé sportif que j'ai évoqué, la capacité en stage à enseigner le ski de fond aux athlètes qui découvraient le ski de fond. Et donc forcément, ça donne un autre regard des athlètes envers un coach qui n'a jamais fait les Jeux Olympiques, qui n'a jamais entraîné en équipe de France, parce que c'est lui qui nous apprend une discipline qu'on ne connaît pas, puis c'est lui qui est meilleur que nous dans cette discipline. Et puis même quand on a progressé, il nous donne encore du fil à retordre. Donc ça, c'est des choses, que ce soit en vélo ou en ski de fond, qui pour moi aussi me permettent, je pense, d'incarner un certain nombre de valeurs que je me verrais mal exiger de la part des athlètes que je soutiens si moi-même je n'étais pas à l'avant sur ça, quoi. Voilà. Dernier aspect qui me semble assez fondamental, c'est
c'est conduire le camion. C'est-à-dire que quand on est entraîneur, il faut mettre les mains dans le cambouis. On est une discipline de matériel. Et même au plus haut niveau, que ce soit en club ou au plus haut niveau, on sait bien qu'on est obligé à un moment donné de mettre les mains dans le cambouis, de faire des tâches qui ne sont pas brillantes, qui ne sont pas reluisantes, mais qui font aussi la qualité de l'environnement pour l'athlète au bout. Et donc ça, pour moi, c'est indispensable et ce n'est pas quelque chose qui est repoussant pour moi. Enfin, ça me semble normal et naturel, quoi. Voilà. Le déplacement à Plovdiv, quand les gars sont champions du monde, on est 33 heures de camion. Voilà, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Donc je pense que pour être un bon entraîneur d'aviron, il faut aussi avoir cette fibre-là. C'est indispensable. Question justement qui va permettre de basculer sur la deuxième partie. Quand tu dis que l'entraîneur il doit savoir appuyer sur certains boutons, il doit savoir déclencher certaines choses sur les compétitions. Alors, je ne sais pas si tu as toujours cette habitude, tu donnais une petite phrase, un petit dicton, quelque chose. Ouais. Est-ce que ça fait partie des outils que tu utilisais pour déclencher quelque chose dans la tête de l'athlète, ou est-ce que c'était juste un fil rouge, quelque chose que tu conservais sur une Coupe du Monde, un championnat? En fait, c'était vraiment, je le fais moins maintenant parce que c'est plus déjà une aventure au long cours, donc qui est ponctuée différemment. Après, c'est vrai qu'il y avait ce petit rituel du carnet et de la petite phrase, mais c'était effectivement un fil rouge. Mais un fil rouge qui incarnait aussi à la fois l'attitude qu'il fallait avoir sur la compétition, pour laquelle tout le monde avait travaillé, entraîneur et coach, sur la compétition. Et puis à la fois aussi, effectivement, quelque chose qui était construit de longue date, qui s'inscrivait dans leur histoire. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui pour moi, encore une fois, donne du sens. Et je pense que c'est aussi là une clé pour un entraîneur. C'est que dans le mot entraîneur, il y a le mot entrain. Et l'entraîneur doit apporter de l'entrain. Donc l'entrain, c'est de la motivation, mais c'est aussi un certain climat de travail, de la bienveillance, du sourire. On sait que dans un sport dur comme le nôtre, si on est un entraîneur avec le fouet tout le temps, un entraîneur dur, autoritaire, ça ne tient qu'un temps, en fait. Et donc, il faut arriver aussi à... Enfin, en tout cas, moi, c'est une de mes clés, je pense, et ça fait aussi partie de ma personnalité. Mais je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose d'important d'être là-dedans, dans cette capacité à donner de l'entrain, à amener de la joie, à amener aussi quelque chose qui va permettre d'être persévérant pour les athlètes dans la difficulté. Et ça place bien aussi le rôle pour moi de l'entraîneur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est derrière. C'est-à-dire que... Enfin, on porte les pelles, on est derrière le bateau. On n'est pas devant, on n'est pas à la place des athlètes. Enfin, pour moi, l'entraîneur, il n'y a pas d'ego à avoir. Je veux dire, enfin, à un moment donné, on est au service des athlètes et c'est pas les athlètes qui sont à notre service. Et ça, c'est quelque chose, je pense aussi, dans l'attitude qui me semble très important. Alors, effectivement, quand les athlètes perdent, j'ai plutôt le sentiment que c'est de ma faute, et quand ils gagnent, c'est grâce à eux. Voilà. Et en fait, l'attitude inverse me pose vraiment un problème. C'est-à-dire quand les athlètes perdent, c'est jamais la faute de l'entraîneur, c'est la faute des rameurs, et vice-versa. C'est-à-dire quand les athlètes gagnent, c'est grâce à l'entraîneur. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas se tromper, c'est eux qui font la perf. Et je pense que forcément, quand on va me poser la question, qu'est-ce qui fait que tu as eu de la réussite en tant qu'entraîneur, c'est aussi parce que j'ai eu à encadrer des athlètes exceptionnels. Voilà, qui avaient ça en eux et qu'il fallait accompagner, c'est tout. Le fil rouge. Moi, je fais pas mal d'exercices de respiration quand on est justement coincé dans les starts. Là, je trouve que c'est très très long. Voilà notre deuxième partie. Alors, selon toi, Alexis, comment le haut niveau peut distiller sa rigueur, ses pratiques, son fonctionnement en direction des clubs? En fait, pour les tirer vers le haut, tout vient des clubs à la base, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une séparation entre les deux. Alors, c'est sûr que plus on avance dans le temps, plus les athlètes sont en équipe de France olympique. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'ai pu entraîner Stanley Delair qui s'entraînait à Bergerac, qui bossait avec Philippe Rousseau, donc il y avait de la coopération avec l'entraîneur de club. Et les rameurs du club nous voyaient, du coup. Donc là, c'était quelque chose d'assez direct. Et c'est vrai qu'Adrien Hardy, par exemple, est resté longtemps à Châlons durant sa carrière, en fait. Et donc, effectivement, il y avait un maillage direct club-athlète qui se fait plus maintenant par la force des choses. Mais dans toutes les autres nations, c'est le cas. C'est-à-dire que dans toutes les autres nations, maintenant, c'est regroupement sur un centre et il y a une espèce de petite élite. Mais il y a d'autres vecteurs, maintenant, on le voit bien, les réseaux sociaux.
c'est une source de transmission incroyable, c'est-à-dire que les jeunes vont aller chercher les messages maintenant directement à la source. Et donc c'est en ça que je pense qu'on a vraiment eu un changement aussi de transmission. Et après, c'est aussi à nous de cultiver le relationnel avec les entraîneurs de club quand c'est possible. Là, je vois avec Hugo, évidemment, c'est évident avec Jérôme Prabonneau, mais c'était le cas aussi avec Frédéric Ledevant à Annecy quand il y avait Damien Picras. Voilà, je pense qu'à un moment donné aussi, ce lien en direct avec les entraîneurs de club, dès qu'on peut, il faut l'entretenir. Et par exemple, pour moi, c'est vrai que les championnats de France bateau court ont toujours été cette occasion-là de s'effacer pour laisser l'entraîneur de club reprendre la main. Mais du coup, c'est aussi l'occasion d'échange à ce moment-là. Donc voilà aussi, en dehors des réseaux sociaux où il y a quelque chose de direct, je pense maintenant qu'infuse chez les jeunes générations, voilà comment on peut aussi alimenter les choses. Et après, il y a le biais des formations, en fait. Jusqu'à l'an dernier, j'intervenais au moins une fois par an sur la formation DE ou la formation DES pour justement faire profiter de ce que nous, on connaissait au sein du groupe olympique sur justement le premier niveau de transmission dans les clubs que sont les entraîneurs. Justement, comment est-ce qu'on construit un programme d'entraînement ? On te voit souvent sur ton ordinateur en train de compiler des chiffres. Est-ce que tu t'en sers pour concevoir tes programmes, concevoir tes semaines, savoir que ton athlète, il va faire telle chose tel jour, que là, il faut peut-être un petit peu l'alléger Il y a deux choses dans la question. En fait, la première, c'est que historiquement, on est assez atypique, c'est-à-dire qu'on a un programme d'entraînement qui est conçu pour toute l'équipe de France. Et j'ai eu la chance, dès mon arrivée sur le groupe olympique, de pouvoir contribuer à l'élaboration du programme, puisque je travaille avec Jean-Raymond Pelletier sur le programme, donc on échangeait ensemble. Et j'ai eu toujours ce rôle-là auprès des différents chefs de secteur ou responsables, ou auprès de Jürgen maintenant. Il sort une trame et à le questionner et à avancer. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, et c'est quelque chose qui est indiscutable pour notre activité. Parce qu'au bout du compte, on a plusieurs athlètes, mais ils sont dans le même bateau. Donc on ne peut pas avoir, comme dans certains sports très individuels et uniquement individuels, chacun sa petite chapelle de fonctionnement, son petit programme. Et voilà, parce qu'il faut que tout le monde arrive en forme au même moment et avec des habitudes de travail qui sont assez proches pour pouvoir réussir ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Donc forcément, il y a le programme et il y a ce que font les athlètes. Et effectivement, cette capacité à adapter le programme pour les athlètes qu'on a en charge, et ça, c'est le métier que chacun d'entre nous fait, et où effectivement, maintenant, on a à notre disposition plus d'outils qu'avant sur, on va dire, des données objectives. Donc maintenant, on peut faire des analyses de fréquence cardiaque très poussées avec la variabilité de la fréquence cardiaque, un test le matin où on a une image de la fatigue de l'athlète, de la fatigue nerveuse de l'athlète. Est-ce qu'il est dans une fatigue durable qui va le plonger au fond, ou est-ce qu'il n'est pas fatigué nerveusement, son système autonome fonctionne parfaitement, et il est fatigué mais simplement parce que énergétiquement, au niveau des stocks énergétiques ou musculairement, il a bien travaillé. Donc on a des outils de ce type-là, un monitoring maintenant tous les matins en stage, fréquence cardiaque de repos, le ressenti sur la forme, le sommeil, la qualité du sommeil que j'ai eu, le poids, et puis une analyse aussi d'hydratation. Donc on a des données objectives sur ça. Et après, j'ai envie de dire, ça nourrit le cœur de l'observation de l'entraîneur qui a toujours été là, c'est la perf. Qu'est-ce qui se passe au niveau chronométrique de l'athlète aujourd'hui par rapport à ce qu'il est capable de faire habituellement. Il dit qu'il est fatigué, mais il fait les mêmes chronos que d'habitude, très très réguliers. Les fréquences cardiaques sont dans le même range que d'habitude. Donc tout va plutôt bien. Puis enfin, il y a, je pense, ce qui est le plus impalpable et qui permet aussi très souvent de faire des choix. En plaisantant, c'est le sens de l'araignée en fait. Au sens où on a construit des repères corporels et verbaux avec les athlètes qu'on entraîne depuis longtemps, où on sait très bien où ils en sont. Et on sait qu'effectivement, quand il y a cette couleur de visage-là, on est ici, quoi. Et il faut lever le pied le lendemain, ou il faut. Et quand il y a une petite douleur qui arrive et qui peut être, on va dire, l'avant-garde d'une plus grosse blessure, on a construit ces repères-là. Donc voilà comment, à un moment donné, on fait vivre un programme. Et le programme de base, de toute façon, il est très très clair. C'est-à-dire que
Les études scientifiques ont évolué depuis les années 60, où il y a eu le gros corpus de connaissances qui concerne notre discipline, mais ça n'a fait qu'affiner. Et on a eu des études encore très récentes sur des études longitudinales, sur les athlètes danois ou sur les frères Sinkovitz par exemple, ou sur Murray Bond. On a donc de la matière scientifique là-dessus, et on s'aperçoit de toute façon avec des analyses comme ça sur plusieurs années de ce qu'ont fait les athlètes, que tout le monde reste sur des bases très connues. Une course d'aviron sur 2000 mètres, on sait que c'est 87% le système aérobie qui fournit l'énergie pour la course. D'accord ? Le 13% restant, c'est le système anaérobie, lactique et alactique. Donc à partir de là, il est évident, les études nous l'ont montré, mais c'est le sens aussi de l'entraîneur, c'est-à-dire que Rocky Balboa, pour préparer ses combats, il tapait dans des carrés de viande, d'accord ? Et ben nous, on sait très bien qu'on doit faire ça sur une course, donc on s'y prépare. Et donc le 90%, 87 à 90% de l'entraînement qu'on fait, c'est de l'entraînement aérobie, et on doit respecter cette loi-là. Voilà, pour donner un ordre d'idée, sur Rachiche, il devait avoir 87%, 89% travail aérobie sur l'ensemble de la saison. D'accord ? Il y avait 8% de travail lactique et puis 3% de travail lactique. Donc on est, quel que soit le format, avant il y avait du travail sous forme de circuit training en musculation, maintenant il est fait plutôt sur l'ergo ou en bateau, mais c'est qu'un habillage, c'est-à-dire que physiologiquement, on est dans la même rigueur scientifique, de respect en fait de ce qui fait la perf au bout. Donc voilà comment on construit un programme, à la fois en étant sûr de ses bases scientifiques qui sont, on va dire, confortées régulièrement ou alors interrogées régulièrement. Donc ça, c'est le travail qu'il faut fournir pour aller chercher ces infos-là. Et puis ce qu'on fait au quotidien pour adapter ce programme-là qu'on a conçu, et tirer les enseignements aussi de ce qui s'est passé les années d'avant. L'entraîneur, il est un peu le garant de cette rigueur vis-à-vis des athlètes. Ça fait aussi partie de l'encadrement que tu leur prodigues, cette surveillance, cette veille de leur performance et de leur état de forme. Tu es un peu le garant de ça ? Je pense que de toute façon, pour réussir à haut niveau en aviron, il faut avoir ça en soi. C'est-à-dire que même les êtres les plus intuitifs, les athlètes les plus intuitifs, Hugo Boucheron, par exemple, il est capable, quand il l'a choisi, parce que ça a du sens, d'être extrêmement rigoureux. D'accord ? Puis à côté de ça, on a Mathieu, pour parler des deux athlètes que j'encadre en ce moment, qui est issu d'une formation d'ingénieur très rationnel, très cartésien, qui est capable d'aller dans le détail. Chez lui, c'est inné. Cette rigueur-là, il l'a cultivée tout au long de son parcours, et donc effectivement, il faut peut-être même parfois la freiner pour laisser justement un peu plus d'air et être capable d'être plus rigoureux, mais sur l'ensemble. Voilà, pour ne pas se perdre là-dedans. Donc, encore une fois, je pense que ça fait partie des athlètes, ça, et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut nourrir, mais réguler. En parlant d'Hugo et Mathieu, déjà une première chose, est-ce que quand on est en équipe de France, l'entraîneur, en discussion avec le reste de l'encadrement fédéral, est-ce que c'est le choix de l'entraîneur de dire « tiens, pour l'Olympiade suivante ou pour la saison suivante ou pour les 2 saisons suivantes, j'ai envie de faire le choix de tel groupe, tel bateau ». Est-ce que ça fait partie du choix de l'entraîneur ou est-ce que c'est le DTN ? Est-ce que c'est le... Alors en fait, chaque DTN organise ça de la manière dont il souhaite. Ouais. Ça peut évoluer. On peut émettre des souhaits, de toute façon, enfin postuler. Je pense que sur la prochaine Olympiade, il y aura un appel à candidature. Donc voilà, ça fera partie de la méthode. Mais on ne peut pas s'imposer. C'est comme ça. À un moment donné, ça fait partie de notre système et je pense que c'est très très bien comme ça. On peut émettre des vœux et puis voir si c'est suivi des faits. Justement, on va remonter en 2017, quand entre guillemets tu as repris le double TC. C'était ta demande, c'était une demande des athlètes, c'était une demande du DTN. Ça s'est passé donc en fait, comment à l'époque, Patrick Rambier me nomme chef de secteur des hommes. Et donc du coup, avec les collègues qui étaient sur l'équipe, le choix qui avait été fait, c'est de se dire on va essayer de travailler par groupe de vitesse. Et donc pour faire en sorte justement qu'on soit très optimal sur la gestion des bassins, sur le travail, pour éviter qu'il y ait trop de bateaux qui se croisent et puis qu'il y ait un maximum d'émulation. Et donc le choix qu'on avait fait, c'était justement que moi je m'occupe des 2 doubles, que Thibaut s'occupe des 2 4 de couple, pour ce qui concerne la couple, donc des doubles poids légers, double TC. Et puis qu'on était encore dans l'incertitude par rapport à l'abandon du 400, donc que Didier s'occupe des 2 400, et puis que Samuel s'occupe des 2 200. Voilà, on était parti sur cette organisation-là.
Voilà comment ça s'était fait. Et donc là, pour le coup, j'avais carte blanche pour en fait organiser ça avec les collègues et puis savoir qui ferait quoi. Voilà comment ça s'est fait à l'époque. Est-ce que quand tu as repris justement le WTC, Ouais. est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, tu as eu, je ne sais pas, un pressentiment, un déclic ou quelque chose qui te disait ce duo-là, ça peut marcher, ça peut aller loin? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Oui, il y avait déjà forcément quelque chose. Les garçons, ils étaient finalistes. Donc ils étaient finalistes à Rio. Donc ils avaient déjà été médaillés au championnat d'Europe. Donc en fait, c'est des garçons qui étaient capables d'être performants. Et la première année où j'ai la chance de les entraîner, en fait, on arrive au championnat du monde à Sarasota. Ils gagnent la demi-finale, mais bien, de la tête et des épaules, devant les futurs médaillés et champions du monde. Et en finale, ils ne montent pas sur la boîte. Et donc, forcément, on se dit, oui, il y a la matière pour, et en plus, ça nous donne déjà quelques idées pour aller creuser là où on peut gagner en régularité, en concentration, en capacité à absorber un événement sur l'ensemble du championnat et puis d'être régulier dans la perf. Voilà. Est-ce que tu te dis, bon, si ces deux-là, ils m'écoutent, si on arrive à bien faire fonctionner la chose, dans 4 ans à Tokyo, ils sont sur le podium, est-ce que tu commences à avoir cette idée? Non, je pense que ça, c'est... En fait, ça va avec quelque chose dont on va probablement parler, qui est comment on imagine l'objectif et comment on s'organise par rapport à ça. Est-ce que l'objectif devient prioritaire et du coup, ça prend toute la place à l'entraînement, en compétition, c'est ce qui motive, et du coup, c'est quelque chose qui est très paralysant à un moment donné, comme l'objectif à 4 ans. Ou alors, est-ce qu'on se concentre sur les moyens et puis on construit étape par étape sur les moyens pour arriver à l'objectif pratiquement sans s'en rendre compte, tellement on est concentré sur les moyens. Et je pense que ça, de toute façon, c'est la règle en montagne. Quand on gravit une montagne, on procède par étapes. On n'y va pas d'un coup, donc on fait des camps de base. Voilà. Et donc, avoir cette capacité-là à découper, c'est ce qui permet aussi de gravir des montagnes. Comment on associe d'autres sports à l'aviron dans le programme d'entraînement pour sortir de la routine, éviter les blessures, etc. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut que le sport soit un sport cyclique d'endurance. Voilà. Pour moi, il y a 3 sports complémentaires par excellence. La natation, parce qu'on est vraiment aussi dans cette notion de glisse, aussi d'éléments liquides, masse musculaire complètement intégrée, ça permet de gérer des problèmes de dos parfois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est un bel outil. À tout moment de l'année, on peut pratiquer ça, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. La partie vélo, effectivement, on n'a pas la masse musculaire du haut qui est mobilisée, mais par contre, pour décharger le dos, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et une grande partie les jambes sont très très importantes dans la propulsion en aviron, et donc de faire ce travail-là sur vélo, que ce soit sur watt bike à l'intérieur ou pour s'aérer en faisant des longues sorties d'endurance, c'est vraiment un outil très intéressant. Je pense que ça a permis à certains athlètes que j'entraîne d'être performants. Enfin, quand Jérémy Azou, que tu entraînais, a une fracture de fatigue en 2012. Ouais. Il bat son record à l'ergo très très peu de temps après, mais parce qu'il a pu faire un travail très très rigoureux sur le vélo en fait. Donc en travaillant vraiment de manière très très ciblée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis après, on a le ski de fond qui est forcément le sport avec l'aviron où il y a les plus grosses VO2, donc où il y a le plus gros potentiel aérobie. Et donc forcément, ça veut bien dire que si on fait du ski de fond, on va travailler les mêmes qualités qu'en aviron. Beaucoup. Donc ça, on peut le travailler ponctuellement. C'est sûr qu'on n'a pas une piste de ski de fond tous les jours à côté, mais donc dans l'hiver, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà les 3 sports qui me semblent les plus complémentaires. La course à pied, bien évidemment. Voilà les 4 sports, on va dire, avec lesquels on peut sortir. Et maintenant, en course à pied, on peut faire du trail. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je parlais du ski de fond, mais le ski de randonnée aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Voilà. Un autre outil de performance, il y a la préparation mentale. Oui. Comment est-ce que toi, tu interviens là-dedans en tant que coach ? Enfin, est-ce que tu as un rôle à jouer ou est-ce que l'athlète va se tourner, lui, vers un préparateur, une préparatrice mentale ? Et c'est quoi le mental d'un bon rameur ? Alors, la première chose déjà dans le découpage, c'est que j'ai envie de dire que l'entraîneur est le premier préparateur mental. C'est la base, avec tout ce qu'on a évoqué avant et ce qu'on va évoquer après. C'est le premier niveau.
Et après, donc, effectivement, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Avant, on n'avait pas cette capacité à aller chercher ou à pouvoir bénéficier de ce travail-là. C'est le cas maintenant avec les garçons depuis 2018, du coup, après 2017. L'idée, ça a été de travailler sur cet aspect-là, de la perf, avec 2 personnes, donc Nathalie Bugetti-Founet qui s'occupe de Mathieu, qui est sur Toulouse, et puis Émilie Thienot qui s'occupe d'Hugo, qui est intervenue aussi pour étoffer ce travail-là pour l'ensemble de l'équipe de France depuis 2018. Et donc ça, c'est le 2e niveau. J'ai envie de dire, il y a un 3e niveau, c'est quand ça touche plus des aspects d'estime de soi, de deuil, des blessures profondes, où là, il faut aller chercher aussi une autre compétence, qui est celle du psychologue. Et, enfin, le préparateur mental permet de construire les outils pour être plus performant. Le préparateur mental n'a pas vocation, fondamentalement, à gérer les aspects profonds, psychologiques, que je viens d'évoquer. Donc voilà les 3 niveaux d'intervention. Donc avec Nathalie et Émilie, ça fonctionne très bien. On fait un travail à 5, c'est-à-dire qu'elles font chacune un travail avec Hugo et Mathieu sur de la base d'échanges. Et puis on fait ponctuellement des réunions à 5 justement pour d'harmonisation, d'échanges, voilà, très régulièrement. Et à tel point que sur Tokyo, en tout cas, on faisait les débriefs et les briefings de veille de course surtout. Donc j'enregistre en général les débriefs, je leur fais passer. Et les briefings de veille de course, on les associait. Elles étaient en visio, elles assistaient, et puis elles pouvaient intervenir, compléter. Voilà un peu comment ça s'organise. Et là, on voit bien la place maintenant qu'occupe l'entraîneur. Avant, couteau suisse, et maintenant, les outils humains qui entourent les athlètes sont à coordonner. Et à un moment donné, pour pas que, comme pour l'entraîneur, l'outil devienne la finalité, mais pour que l'athlète reste au centre. Et qu'à un moment donné, qu'il n'y ait pas de gourou, ce qui n'est pas du tout le cas là, en tout cas, mais qu'il n'y ait pas d'appropriation à un moment donné de la personne qui encadre, de l'athlète, de sa réussite. On retombe sur la même logique que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc pour moi, c'est important d'être au fait de tout. Parce que, encore une fois, c'est nous qui sommes au plus près de l'athlète et on a besoin de tous les éléments pour pouvoir le soutenir au mieux et appuyer, encore une fois, là où il faut appuyer en se servant des compétences qu'il y a autour, maintenant prépa physique, méca, nutrition, être à la performance. Voilà. Et pour les qualités mentales ? Sur les qualités mentales, pour moi, il y en a 7. C'est-à-dire que pour réussir en aviron, il faut être autonome, il faut être tenace, il faut être combatif, persévérant, il faut être perfectionniste quelque part, enfin, c'est indiscutable, il faut être capable d'être lucide et il faut être capable de faire preuve d'abnégation, de se mettre au service de l'autre. C'est des qualités qu'on peut renforcer au quotidien, mais il y aura toujours ça, c'est-à-dire que l'aviron, on n'a pas l'entraîneur qui est derrière soi dans le coin du ring à balancer la consigne à chaque coup. On est sur la berge. Et puis quand il y a des situations compliquées, météorologiques, et qu'on n'est pas à côté, il faut être capable de se débrouiller seul. L'autonomie, c'est la première chose qu'on apprend dans un club d'aviron, et c'est pour moi la première qualité pour réussir. C'est indispensable aussi à un moment donné, en tant qu'entraîneur, de laisser cette marge-là d'autonomie pour que l'athlète soit capable à un moment donné d'être seul face à la perf. Ouais, il faut une sacrée ténacité. Est-ce que c'est tout ? Juste avec ça, il y a la capacité à se concentrer, la lucidité en fait. Être capable de percevoir son environnement, les sensations de son corps, tout ça, sans être parasité par « je dois gagner cette course, j'ai peur des autres », etc. Et donc ça, cette capacité de concentration, en fait, c'est ni plus ni moins la pierre angulaire du travail mental que font la plupart des préparateurs mentaux et la plupart des athlètes aujourd'hui, quel que soit le sport confondu. C'est cette capacité justement à se concentrer, à rester concentré sur un objet. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être de la visualisation, plein de techniques qui sont aujourd'hui au service des athlètes pour améliorer cette qualité, qui est une qualité qui sert à tout le monde, de toute façon, et dans tous les milieux. Bon, alors, comme tu dis, on les voit à l'œuvre. Par contre, ces qualités, elles ont tout en commun une chose qui est quand même l'exigence. Oui. Et en fait, le DTN répète toujours une phrase qui est « on a du potentiel mais pas de marge ». Et en fait, si on regarde, alors pas forcément que dans l'aviron, mais si on regarde dans le sport, on a l'impression que les nouvelles générations, elles ont moins envie de se faire mal,
ou alors que ça ne durera pas longtemps. Enfin, donc la persévérance, elle sera peut-être moindre sur le long terme. On disait il y a quelques années qu'on était dans une génération du zapping, c'est-à-dire l'aviron c'est super, et puis arrive 16 ans, 5 entraînements, 6 entraînements, c'est trop, je vais faire autre chose, un truc qui en demande moins. Moi j'ai en référence un ancien athlète de haut niveau, c'était Johan Charlon, qui était ami avec Franck Solforosi. Il avait amené Franck Solforosi à l'aviron. Et en fait, un jour, on lui a dit qu'un entraînement, pour être bon en aviron, il fallait s'entraîner tous les jours. Puis lui, il a préféré le rugby parce qu'il n'y avait que 3 entraînements par semaine. Est-ce qu'on ne va pas vers des générations de plus en plus comme ça? Et quelles implications ça risque d'avoir sur l'aviron, qui est un sport hyper exigeant par rapport à d'autres? Et est-ce que l'aviron ne va pas, entre guillemets, en payer les conséquences de cette évolution de génération? Il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est que je pense qu'effectivement, il y a sans doute un effet de génération, mais il y aura toujours des gens déterminés. C'est-à-dire que même dans le milieu professionnel, on voit cette tendance-là aussi, et les employeurs peuvent s'en plaindre, mais il y aura toujours des gens qui auront ces qualités-là, qui seront déterminés, qui auront le goût de l'effort, et donc c'est ceux-là qu'on doit capter. Forcément, parce qu'on n'aura plus le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, c'était peut-être un peu plus partagé. Et donc, ça veut dire que dans les clubs, effectivement, il va falloir arriver à distinguer ceux qui viennent et peut-être qu'on aura une population de loisirs plus importante. Et puis, les athlètes, les jeunes qui seront vraiment déterminés et chez qui on va pouvoir investir. Et pour nous, ça veut peut-être dire aussi faire ce qu'ont fait à un moment donné les Anglais, les Australiens, les Canadiens, c'est-à-dire avoir une politique interfédérale menée par le ministère ou par quelques fédérations ou sur un bassin régional très précis, avec des personnes bien ciblées. C'est d'aller chercher dans d'autres sports des gens qui sont déterminés, qui ont les qualités pour réussir en aviron, mais qui n'arriveront peut-être pas à être les meilleurs dans leur discipline. On pense au hand, on pense à la natation. Ce n'est pas le problème de la France, c'est la chance de la France, c'est que les sports co réussissent tous extrêmement bien. Foot, rugby, hand, volley, ça capte beaucoup de monde. La natation capte beaucoup de monde. Et on sait que dans ces générations-là, il y aura des athlètes qui ont le potentiel. Donc ce partage-là, il sera peut-être indispensable pour que notre sport continue à avoir les résultats qu'il a eu ces dernières années. On parle souvent méthode Grobler. C'est quoi la méthode Besançon? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que j'ai eu la chance d'encadrer des athlètes exceptionnels, d'accompagner des athlètes exceptionnels. Donc, avant de parler d'une méthode, je pense qu'il faut vraiment mettre la focale sur les athlètes avant tout. Et puis, tout ce que j'ai évoqué en fait sur la capacité à un moment donné à respecter les athlètes et justement à être capable de faire émerger les solutions qu'ils ont en eux, le potentiel qu'ils ont en eux, cette volonté de les faire progresser, c'est la clé en fait. Voilà, c'est ce qui amène tout le reste en fait, c'est ce qui amène la posture, c'est ce qui amène les outils, c'est ce qui amène l'engagement. Pour le coup, ça c'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer plutôt qu'un catalogue de recettes auquel je ne crois pas du tout. Parce que de toute façon, tout bouge tout le temps. C'est-à-dire que l'environnement de l'athlète évolue, les outils dont on a à notre disposition évoluent, les générations évoluent, leur personnalité évolue, ils évoluent. Mathieu Androdias n'est pas le même qu'il y a 4 ans, Hugo Boucheron non plus. Donc tout évolue sans cesse. Donc je pense que voilà, les recettes, c'est pour les livres de cuisine. Justement, comme tu dis, tu as accompagné des athlètes exceptionnels, mais est-ce que toi, parmi leurs performances, il y en a une course, celle de tous les athlètes que tu as entraînés, qui t'a le plus marqué? Alors que ce soit une course remportée, une course pas remportée, mais qui avait quelque chose de particulier. Vraiment, quelle est la course qui tu sais que jusque sur ton lit de mort, tu t'en rappelleras? En fait, j'ai la prétention de me souvenir sur mon lit de mort de toutes ces courses. C'est-à-dire parce qu'en fait, encore une fois... C'était un peu fort peut-être. Non, mais chacune a une saveur particulière, c'est le fruit d'une aventure particulière. Donc, en plus, je n'ai pas envie de leur faire l'injure, de leur dire cette course-là, elle était plus importante à mes yeux qu'une autre, ou elle m'a plus marqué qu'une autre. Toutes ont été très marquantes. Enfin, je veux dire que ça soit réussite ou défaite. Une qui a été particulièrement difficile, et du coup marquante, c'est la 2e place de Jérémy Estany à Amsterdam. Quand pour 900e, ils perdent le record du monde.
Donc c'est sûr que voilà, il y a des choses comme ça qui télescopent, quoi, qui amènent derrière un engagement ou d'autres choses. Mais chacune des courses, c'est la magie en fait. Je me souviens du titre de Fabien Dufour et de Maxime Goisset en moins de 23 qui pulvérisent les catégories, 8 secondes d'avance sur le deuxième. Enfin, voilà, encore une fois, je pourrais citer tous les athlètes et de très nombreuses courses. On y serait pour un petit moment. Mais chacune est à sa manière très très marquante. Très, très marquante. Moi, je me souviens par exemple d'Adrien Hardy qui m'avait dit que c'était pas la finale des Jeux. Ouais. Enfin, tu sais, on a toujours tendance à dire c'est la finale qui t'a amené le titre. Oui. Non, c'est la finale des mondiaux. Oui. Enfin, c'était une finale des mondiaux, c'était pas du tout la finale des Jeux. Tout à fait. Oui. Je pense que c'est très particulier. Je pense que les athlètes, eux, ont une réponse beaucoup plus concise à cette question-là. Parce que c'est. Voilà, mais quand tu es entraîneur, puis tu as eu la chance d'avoir autant d'athlètes, autant de médailles, du coup, c'est impossible de dire ouais, c'est celle-là. Comment est-ce que tu vois, toi, avec l'œil de l'entraîneur, les Jeux qui approchent, Paris 2024, en quoi ça peut être une chance pour les athlètes français et en quoi ça peut être aussi risqué? Qu'est-ce qu'il faut éviter lors de ces Jeux à la maison? En fait, il ne faut pas oublier que les adversaires qu'on a aux Jeux Olympiques, dans une finale des Jeux Olympiques, on les a affrontés pendant 4 ans. Voilà, donc il n'y a pas d'incertitude majeure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les qualités, nos qualités, leurs qualités. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une certaine forme de continuité. On est quand même, il y a moins d'incertitude que dans beaucoup de sports, liés à l'arbitrage ou liés à certaines choses. Donc forcément, par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment garder la mesure de ça. Les Jeux Olympiques, une finale de championnat du monde, c'est une course d'aviron. Et donc, aborder une course d'aviron, c'est effectivement ne pas mettre trop d'énergie sur la finalité, gagner, mais sur les moyens qui vont me permettre de gagner. Je retombe là-dessus, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais pour moi, en fait, c'est fondamental. Et les athlètes qui réussiront à Paris, ce sont les athlètes qui, justement, ne surajouteront pas de pathos avec le fait que ça soit à la maison, que leurs parents sont dans les tribunes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, travailler au quotidien pour justement dire je suis centré sur ça, je serai centré sur ça. Et mentalement, on ne peut pas avoir 46 000 objets en tête. Donc c'est ce qu'on évoquait sur le travail mental. Voilà ce qu'il faut attendre de Paris pour que ça soit une réussite. Il faut attendre des athlètes concentrés, un staff concentré sur les moyens pour réussir et non pas sur la réussite. Donc après Paris, il n'y aura plus de PL. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à un poids léger justement après Paris 2024? Qu'est-ce que tu dirais à un rameur ou une rameuse poids léger? Vas-y, fonce. Il y a encore une chance d'être dans l'aventure. Faut la saisir. De toute façon, s'ils ont réussi en tant que poids léger, c'est qu'ils ont un certain nombre d'ingrédients pour réussir. Avant qu'il y ait les poids légers, on a vu des rameurs poids légers à la nage de bateaux longs, au sein de bateaux longs, qui évoluaient morphologiquement. Donc oui, moi je pense qu'il faut relever le défi. S'il y a de l'énergie, il faut absolument relever le défi. Ce serait vraiment dommage de se priver d'athlètes comme ça qui pourraient aller vers d'autres disciplines et réussir. L'aventure continue, quoi. Pour avoir coaché les PL longtemps, le match avec les TC, c'était toujours hyper important. C'est-à-dire, je ne suis pas une demi-portion, quoi. Je suis le meilleur. Je suis capable d'être le meilleur. Avec Jérémy, on faisait de ça, on utilisait les championnats de zone bateau court justement pour demander à courir chez les TC. Et voilà, il se fritait avec Hugo, je me souviens, et c'était toujours des courses d'anthologie. Voilà, Henley, c'est particulier pour ça aussi. On sait très bien que par rapport à ça, le complexe du poids léger avait peu de chances d'être satisfait parce qu'il y avait peu de chances en dehors de l'entraînement d'affronter les toutes catégories. Donc maintenant, ça va être chose faite et puis advienne que pourra. Pour toi, est-ce qu'il y a une association à l'heure actuelle en équipe de France qui est faite pour durer? C'est-à-dire qu'elle reste entre guillemets en l'état actuel, c'est-à-dire si c'est un double, qu'elle reste en double, ou éventuellement que ce double passe dans un 4, ou ce 200 passe dans un 4, ou est-ce qu'il y a une association qui est faite pour durer? Avec le remaniement qu'on vient d'évoquer avec les poids légers, je pense que non. Je pense que tout est possible et c'est justement ça qui est intéressant. Et après, c'est les mêmes. On sait que le double, le 4 de couple ou le 400, le 200 et le 400, c'est des alchimies qui sont un petit peu différentes. Associer 2 personnes et en associer 4, ça ne relève pas tout à fait de la même alchimie. Donc non, mais je serais plutôt relativement enthousiaste et optimiste à dire, voyons qui reste motivé et essayons justement de faire des choses qui n'ont peut-être jamais été faites et qui apporteront quelque chose sur une distance olympique, Los Angeles, 1500 mètres.
dont on sait que ça appelle physiologiquement certaines particularités. Alors sans parler celle-là, cette fois-ci de course de tes athlètes, est-ce qu'il y a un événement dans ta carrière qui t'a marqué ? Tout est assez marquant et assez constructif. J'y pense maintenant plus par association d'idées. Cet événement-là qui a été assez marquant parce que c'était le fruit justement d'une revanche assez éblouissante qui durait, c'est Henley. Henley, c'est assez particulier finalement parce qu'on coach, on est en costard, comme les entraîneurs pros. On embarque les bateaux en costard. Et il y a cette dimension de pouvoir affronter les toutes catégories. Donc c'est sûr que quand je pousse le bateau de Jérémy et Stani qui font Henley, qui sont en finale contre les Anglais, sur le territoire anglais, alors que, on va dire que la 4e place à Londres était restée complètement en travers de la gorge face à un équipage anglais qui était fort, archi-favori, en tout cas qui était champion olympique en titre. C'est sûr que là, la revanche contre les Anglais, contre les TC, tout était réuni pour qu'il y ait quelque chose d'assez particulier qui se passe. Et je me souviens très bien, c'est ça qui m'a marqué, que c'était je ne sais pas si je l'avais marqué sur le carnet ou si je leur ai dit, non, je pense que je leur ai dit juste au moment de les lâcher, je leur ai dit Dieu ne peut pas sauver la reine tous les jours. Donc c'est le moment. Et voilà, et la magie de l'événement fait qu'ils gagnent et qu'effectivement Dieu n'avait pas réussi à sauver les Anglais ce jour-là. Donc ça c'était, voilà, une petite anecdote. Tu as une première médaille d'or au JO. On parle souvent de ces athlètes qui ont un coup de blues une fois qu'ils ont atteint le Graal olympique. C'était vrai pour Mathieu et Hugo. Comment tu fais toi en tant qu'entraîneur pour repartir aussi dans un nouveau projet ? Plus les athlètes que tu entraînes gagnent, moins tu as envie qu'ils perdent. C'est le premier levier de motivation. En fait, la clé pour moi de la motivation fondamentale pour un entraîneur, elle est là. Si on perd ça, on perd le cœur. Est-ce que un jour tu te dis que les pelles tricolores tu vas les raccrocher et puis tu vas retourner faire prof de sport ou... Oui, c'est une possibilité. Ouais. Sans mais problème. c'est vrai que tu l'as pas effacé. Ah non, tu t'es pas dit que tu allais finir un peu comme Jürgen à un certain âge au bord d'un ponton. Non, pas du tout. Pas du tout vraiment. Le tu te trouves un jour dans un lycée champ des possibles. J'étais hier dans un lycée pour faire une intervention auprès de lycéens d'un collègue qui mais une intervention, pas un cours. Mais ça me poserait, et je leur ai dit aux élèves que ça me poserait pas de problème en fait pour cette raison-là. Parce que en fait la clé elle est là. Tout comme ça me déplairait pas on parlait du lien avec les clubs, de revenir sur le secteur de la formation et d'être responsable d'une promo de DE par exemple, parce que c'est le diplôme vraiment des entraîneurs de club, mais pour partager ça avec eux et justement rester dans cette relation pédagogique qui est pour moi le cœur, en tout cas de la motivation et de la continuité. Très bien, très bien. On va passer à notre dernière partie afin de mieux te connaître. L'interrogatoire. Mesdames, messieurs, prenez les poignets. Une omelette au cèpe, c'était formidable. C'est quoi ton sport favori à part l'aviron ? Il y en a beaucoup, c'est le problème. Non, mais en fait, la pratique sportive est pour moi à la fois un exutoire, à la fois une source d'équilibre importante, et puis aussi une manière de ne pas oublier ce qu'on demande aux athlètes, ce qu'on exige d'eux, ou en tout cas ce qu'ils font. J'aime beaucoup le VTT, le ski de fond, course à pied, le paddle, enfin bref, vraiment, je suis assez éclectique dans ma pratique sportive, mais à me dire, il me faut un volume hebdomadaire de pratique pour les raisons que j'ai évoquées avant, parce que ça fait partie aussi de l'équilibre personnel. Alexis, as-tu des passions, le bricolage, la peinture ou le ciné ? Je suis comme tout le monde, comme tout le monde, j'ai envie de dire effectivement le bricolage ne me pose aucun problème. J'aime particulièrement lire aussi, je suis assez éclectique en fait dans mes loisirs. J'ai un mur de bande dessinée, donc vraiment la lecture, ça peut être vraiment de lire de la philosophie ou de lire une bande dessinée, vraiment c'est quelque chose qui me procure le même plaisir. Musique aussi, à faire mes petites playlists de l'année, des 300 morceaux les plus importants de l'année ou les plus chers à mon écoute. Donc là, vraiment assez éclectique dans mes loisirs. Ouais. C'est quoi ton plan d'eau préféré quand tu coaches en équipe et quel est le plan d'eau international où tu préfères aller ? En compétition, sans conteste le même avec Belette, qu'elle soit nationale ou internationale. Peut-être pour l'événement qui s'y était noué en 2015, mais aussi parce qu'en tant que pratiquant, c'est moi ce qui m'a fait dire aussi, mais c'est magnifique ce sport, quoi.
Donc on a la chance de l'avoir, on retrouve cet écrin un petit peu à Bled. Après sur les deux lieux qui pour moi sont particulièrement appréciables pour la pratique, c'est Lucerne bien évidemment et Poznan. Mais vraiment avec Belette, sur le lieu de compétition, je le mettrais aussi comme lieu d'entraînement parce qu'on y a été régulièrement. Et puis après, comme je suis un chauvin invétéré, c'est Belsin. Belsin parce qu'on y a passé toutes nos préparations terminales qui ont été couronnées de succès. Donc forcément, d'être le matin sans un bruit sur une aussi grande étendue d'eau, c'est très appréciable. Quand tu es en stage en équipe de France, c'est quoi le plat que tu préfères manger? Et en dehors, on va dire aussi en dehors des stages, c'est quoi ton plat préféré en stage et non, c'est difficile, pareil, j'aime tout, je suis un bon mangeur, pas de problème. Mais en stage, forcément, allez, encore un petit coup de chauvinisme. Saucisse de Morteau, patates cancoyotes, salade verte. Après Manon, ça fait du bien. Alors, quelque chose d'un peu sadique maintenant, c'est quoi la séance que tu préfères faire aux rameurs et rameuses quand tu encadres? La musculation type 2, le circuit 2, le circuit training, c'est quelque chose qui a été très mobilisant et mobilisateur et très, très dur pour les athlètes, extrêmement dur pour les athlètes. Et c'était, même si ce n'est pas sur l'eau, un des entraînements où il y avait beaucoup de leviers, en tout cas quand on le faisait sur le groupe olympique. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de leviers sur cette séance-là. Après, en bateau, quelque chose de complètement atypique aussi, qu'on fait assez peu dans la programmation, mais régulièrement, c'est des séances de vitesse, donc 10 à 15 coups. C'est pareil de 3 minutes, donc à allure course, mais de les faire avec un frein. Et je me souviens de 2008, de l'Anglantais que j'entraînais en 2 barrés, et on les faisait même en 2 barrés. Ça les fait toujours rire autant quand on en reparle, mais il n'empêche, bon, ils sont vice-champions du monde, je ne pense pas forcément à cause de ça, mais c'était quelque chose qui était tellement pour eux caricatural de se dire mais attends, on a déjà un barreur, c'est déjà hyper dur, et en plus tu nous fous une chaîne, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et donc là, c'est là où ça permet de rebondir sur voilà ce qu'on va chercher au niveau nerveux, voilà ce qu'on va chercher au niveau physio, voilà pourquoi on le fait. Ils sont pris au jeu très très bien, c'était très très, voilà, c'est une des séances qui m'a marqué. Est-ce que dans ta vie tu as fait un truc que tu referais jamais, un truc un peu inconscient, un peu... J'en fais trop souvent au dire de Mathieu et d'Hugo. C'est-à-dire qu'ils pensent que... C'est l'objet de discussion régulière. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'autant mon sens de l'araignée, mon détecteur de risque est très développé pour eux, autant ils disent que me concernant, il est absolument et irrémédiablement pété. D'accord. Et alors, ils s'appuient sur différentes choses qu'on peut citer. Un jour, tu as failli tomber dans un lac en lui filant à vélo, non? En fait, quand je me mets en chasse d'un poids lourd pour rouler à 70 km/h derrière lui à moins d'1 mètre, ça, ils se disent, bon, bah là, c'est bon, on l'a perdu. Mais voilà. Elle fait d'aspiration? Oui, l'aspiration. Et puis, cet été aussi, on était dans un hébergement, tu sais, avec des escaliers. Et j'ai descendu l'escalier en VTT, il y avait Jeanne Roche qui arrivait, qui m'a regardé avec des yeux comme ça. Mec, qu'est-ce que tu fais? Et quand je suis revenu, cet été aussi, pareil, j'aime beaucoup le paddle. Et donc quand je suis revenu avec ma pagaie, mais sans ma planche, et que les collègues étaient inquiets depuis 3/4 d'heure parce qu'ils ne me voyaient pas revenir. Voilà. Des petites choses comme ça, mais qui vont avec le goût immodéré que j'ai de la pratique physique et qui, pour moi, restent des risques modérés. Quand on pratique, bien évidemment. Merci Alexis Besançon pour cette interview. Merci beaucoup Alexis. Je vous en prie. Merci à toi aussi Fabrice, à plus. Merci et à bientôt. On se retrouve très vite nous pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de commenter nos podcasts, nous laisser votre avis. N'oubliez pas aussi de nous mettre une note et parler de coups de pelle autour de vous. Pour les jeux comme toute autre compétition, c'est l'athlète qui fait l'entraîneur et pas l'inverse. Le message d'Alexis Besançon est passé.